Là, nous allons passer, ça tombe bien, à un peu la prolongation de ces données-là, parce qu'on va aborder le sujet du pancréas artificiel et des développements technologiques qui se font dans ce domaine. Nous avons la chance d'avoir le docteur Rémi Rabassa-Loret, qui est professeur agrégé au département de nutrition à l'Université de Montréal, chercheur boursier du FRSQ et donc chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il est endocrinologue au CHUM à Montréal et, entre autres, suit des patients diabétiques de type 1, type 2 et a développé une équipe de travail sur le pancréas artificiel avec des données très intéressantes dans les dernières années. Il a reçu le prix de jeune chercheur de la Société canadienne d'endocrinologie et de métabolisme en 2010 et le prix d'excellence Pierre Bois en 2012. Donc, on est très intéressé à voir les développements du côté de son laboratoire sur le pancréas artificiel. Oui, c'est important pour moi de souligner qu'en dehors des systèmes comme le système VO, qui est accrédité, qui est autorisé comme utilisation au Canada, toutes les utilisations qui ont été démontrées dans le terme du pancréas artificiel, actuellement, rien n'est reconnu par Santé Canada et que ce sont des technologies qui sont en développement et pour l'instant non disponibles pour les patients. Merci, John. Effectivement, je pense que la question maintenant, c'est plus de savoir si cette technologie va se rendre au marché, mais sous quelle forme, à quel moment et avec quelles étapes. Et on sent vraiment que les choses s'accélère avec à la fois la contribution de l'industrie et la contribution, je dirais, d'une petite dizaine d'équipes académiques, là, avec une compétition que je pense est extrêmement saine pour les patients. Donc, j'ai par contre des relations fortes avec différents partenaires industriels et il est important de souligner que pour la majorité, mais pas toutes nos études, Medtronic a fait des dons de matériel très significatifs. Donc la majorité, mais pas toutes nos données que je vais présenter de notre équipe ont été supportées par des dons en matériel de la compagnie Medtronic. Donc on a déjà fait allusion à plusieurs reprises, mais je pense qu'une des études qui a le plus changé le mode de pratique des endocrinologues, c'est l'étude du DCCT. 30 ans plus tard, il est difficile de faire une demi-journée de consultation avec des patients diabétiques sans faire au moins allusion une fois au DCCT. Et cette étude a montré d'une façon absolument indiscutable que meilleur était l'équilibre glycémique, moindre était sur cette diapositive ici les complications microvasculaires, mais de façon plus récente, ils ont étendu à absolument tous les domaines, incluant par exemple les complications ostéo-articulaires qu'on voit de plus en plus, et que donc mieux on est équilibré, moins on en fait. Il y a un prix à payer, un prix qui n'est pas sur cette diapositive-là, qui est quand même une tendance à avoir un poids plus important, mais plus d'hypoglycémie sévère. Et c'est là que la technologie devient intéressante pour essayer de dissocier ce compromis qu'on a à faire sans arrêt, auquel on a déjà fait allusion à plusieurs reprises. Ce que ça donne, ça veut dire quand même en moyenne, en termes d'hypoglycémie sévère, donc une hypoglycémie qui est définie par la perte de connaissance ou le besoin d'une tierce personne, il est rare qu'un patient n'en fasse pas au moins une par année. Alors bien entendu, il y a une très grande variabilité d'un patient à l'autre, mais en moyenne, c'est un peu plus d'une par année, alors que les patients font des hypoglycémies non sévères, donc une valeur en bas de 4, perçue par le patient de l'ordre de 2 à 3 fois par semaine. Et donc, si on essaie de se mettre à la place d'un patient, ça veut quand même dire, après 40 ans de diabète, et on espère que la majorité de nos patients franchiront sans aucun problème cette barrière-là, mais un jeune qui est devenu diabétique à l'âge de 10 ans, arrivé à l'âge de 50 ans, aura fait 5000 hypoglycémies non sévères et une quarantaine d'hypoglycémies sévères. Et donc, c'est véritablement quelque chose qui est un frein important pour les patients. Puis, comme on y a déjà fait un petit peu allusion, l'hypoglycémie, c'est vraiment quelque chose de quotidien qui a un impact physique. On peut se sentir faible, on peut tomber, on peut se faire mal, psychologique. Est-ce que je peux prendre le volant même si je viens de faire une hypoglycémie? Est-ce que mes enfants vont m'attendre à la garderie et ainsi de suite? Versus l'hyperglycémie qui est quelque chose que les médecins, les professionnels de la santé vendent beaucoup. Si votre hémoglobine glyquée est plus élevée, vous augmentez votre risque de développer, voire même pire, d'aggraver une complication qui est là puisque les données sont valables en prévention primaire et en prévention secondaire. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, comme disait Dr. Yen déjà, jusqu'à quel point la pompe et ou l'ajout d'un capteur vont permettre quelque part d'aller vers le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire, comme on l'a déjà vu avec Mme Yabat, d'avoir des études où on voit une meilleure hémoglobine glyquée, idéalement avec moins d'hypoglycémie, mais même une meilleure hémoglobine glyquée sans augmenter le risque d'hypoglycémie serait certainement déjà perçue par les professionnels de la santé comme étant un vrai bénéfice. Et en plus, un élément majeur, c'est que plus on fait d'hypoglycémie,
plus on augmente le risque. Donc, le patient, même s'il fait des hypos mineurs, s'il en fait beaucoup, il augmente son risque d'hypo majeur. Donc, n'importe quelle intervention qui minimise le nombre d'événements d'hypoglycémiques peut avoir un impact sur le futur parce qu'on minimise le risque de faire des hypos majeurs et on améliore la sensibilité des patients à l'hypoglycémie. Puis c'est encore plus vrai. Une des choses importantes auxquelles on n'a pas encore fait allusion, que la lecture de glycémie en continu nous a permis de découvrir, c'est la fréquence extrêmement importante des hypoglycémies nocturnes non ressenties chez les patients. On peut toujours discuter sur les conséquences pour la santé des patients. On n'a pas encore de preuve que ces hypoglycémies soient mauvaises pour la santé des patients. Mais une des choses avec laquelle on est presque certain, c'est que les hypoglycémies la nuit non ressenties vont compromettre la capacité de perception des hypoglycémies ultérieures et donc enclencher ce cercle vicieux-là. Et la meilleure étude, on l'a déjà vu sous un autre format graphique, c'est l'étude ASPER qui a vraiment pris ces diabétiques de type 1, lesquels on a montré qu'il y avait des hypoglycémies nocturnes ressenties ou non dans une phase de pré-étude, puis qu'on les a laissés aller soit avec leur pompe et la fonction du capteur d'arrêt automatique et qui a vraiment montré que sans aucune dégradation de l'hémoglobine glyquée, on réduit d'au moins un tiers, dépendant comment on fait les choses, un peu plus dans d'autres calculs mathématiques, mais de l'ordre de 30 à 40% de réduction du risque du temps passé en hypoglycémie la nuit, ce qui est certainement une progression tout à fait importante. Donc une fois qu'on a la pompe, une fois qu'on a le capteur, on veut aller vers des éléments qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et soit de prédire que les gens seront en hypoglycémie, soit vers même d'aller attaquer les épisodes d'hyperglycémie. Donc jusqu'à quel point, maintenant qu'on a ces deux éléments-là, on ne peut pas développer un pilote automatique de ça. Et donc le concept est ici avec le patient qui aurait son capteur, sa pompe et n'importe quel outil électronique, ici figuré par un téléphone, mais qui pourrait très bien être une puce localisé directement dans la pompe. Il n'y a pas le téléphone est là parce qu'il est pratique actuellement. Ce n'est pas indispensable d'avoir un téléphone. Actuellement, le senseur envoie les données sur la pompe et si le patient a ce qui est considéré comme la meilleure technologie actuellement, il peut avoir un arrêt temporaire, une fonction de suspension temporaire qui vont lui permettre de minimiser le risque d'hypoglycémie. Mais on pourrait imaginer que les glycémies, au lieu de partir du capteur, partent vers un outil électronique qui analyserait et basé sur des grands paramètres, mais qui sont essentiellement le niveau de glycémie et la tendance des glycémies, essayer encore plus d'améliorer à la fois le risque d'hypoglycémie et le risque d'hyperglycémie. Donc probablement quelque chose, le meilleur terme médical, ça serait un minimiseur d'hypo et un minimiseur d'hyper qui se traduirait en fait par un pancréas artificiel. On a quand même fait certains progrès puisque les premiers essais en 1960 prenaient un sac à dos et je n'ai jamais été capable de trouver le poids de ces choses-là, mais on peut parier que ça l'était. C'était aussi par voie veineuse, donc on ne va pas assez vite pour les patients. C'est clair qu'ils ont une attente énorme, mais c'est clair qu'on est dans la bonne direction. Alors, une fois qu'on a ça, et si on est chez Medtronic ou si on est dans une équipe académique, on se dit quel est le chemin que l'on doit prendre pour ça? Et en gros, actuellement, toutes les équipes sont d'accord sur le fait, et il y a un consortium au niveau de la Fédération du diabète sur ça, où on discute de ça, et on ne discute probablement pas de tous nos résultats et de notre petit quotidien, mais la philosophie est largement discutée. On pourrait imaginer un pancréas à simple hormone, juste avec l'insuline, où c'est l'infusion plus ou moins rapide de l'insuline, un peu comme un thermostat réglerait le départ ou l'arrêt d'un radiateur pour régler la pièce dans la température. Ici, la glycémie monte, la pompe accélère, la glycémie baisse, la pompe réduit, voire même s'arrête et reprend. Maintenant, ça c'est un peu comme conduire sa voiture sur l'autoroute. On avance bien, ça va bien, il y a des choses, mais de temps en temps, on a besoin d'un arrêt un petit peu brutal. Donc par exemple, sur l'autoroute, il peut y avoir un accident ou en ville, on a besoin d'accélérer et de freiner. Et donc à ce moment-là, on pourrait imaginer que d'ajouter du glucagon permettrait de rendre les choses plus flexibles, d'avoir une prévention additionnelle des hypoglycémies, mais on ouvre toute une nouvelle boîte de la complexité. Donc c'est un peu comme conduire sa voiture avec juste l'accélérateur ou l'accélérateur et le frein, sauf que dans le diabète, l'ajout du frein ajoute beaucoup de matériel autour et donc ça peut gêner les patients. Une fois qu'on a ça, il y a des études qui se concentre purement sur la réduction de l'hypoglycémie la nuit. Et la nuit, pour nous, c'est plus facile, avec des grosses guillemets, parce que les gens ne mangent pas, les gens font peu ou pas d'exercice et que les tendances de la glycémie sont beaucoup plus lentes à revenir. Notre objectif, c'est quand même les 24 heures, mais dans plusieurs pays, incluant ici au Canada, les communications préliminaires avec Santé Canada indiquent
il pousse les gens à développer le système d'abord pour la nuit, puis que ça serait plutôt une introduction plus progressive vers le jour. Les choses pourraient changer, mais au jour d'aujourd'hui, fin 2014, c'est comme ça qu'on voit les choses. Après ça, il y a la population adulte et pédiatrique. Traditionnellement, dans la médecine, les enfants bénéficient avec un certain retard. On développe les choses chez les adultes, puis après ça, on a une indication. Ici, on est dans une maladie qui se développe principalement à l'âge pédiatrique et où probablement ces systèmes d'ajustement automatique seront encore plus performants chez les sujets pédiatriques. Tout à l'heure, Dr Yale parlait du fait qu'on ne devait pas restreindre la pompe à nos excellents patients et que les autres, quand on parle avec les endocrinologues pédiatres, quand on est en contact de ces enfants-là, on voit qu'il y a ça. Donc, c'est peut-être un des rares domaines où la pédiatrie obtiendra des indications relativement proches ou de façon concomitante des adultes. Puis après ça, il y a les choses où, au laboratoire, nous, on fait d'une façon manuelle, on récupère les glycémies du capteur de glycémie, on a un ordinateur, une tablette, on rentre les choses qui nous donnent quelque chose et on retourne à la pompe manuellement ou dans certains modes de pompe, il y a une télécommande qui permet de le faire. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un système totalement automatisé. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais à ce moment-là, l'important, ça va être que tout ça communique parfaitement bien, tout comme on a des fois des petits problèmes de communication entre les capteurs et les pompes quand ils affichent les résultats. Là, si on rajoute un troisième élément, il va falloir que cette espèce de couple à trois fonctionne parfaitement bien et qu'on ait des systèmes de sécurité et de communication qui soient tout à fait optimaux. Alors, si on essaye de regarder, ce ne sont pas toutes les études, mais certaines études. Voilà, la première étude, c'est ici simple hormone. Donc, on a juste les patients qui portent leur pompe avec l'insuline de façon classique. C'est juste pour la nuit, ce ne sont que des adultes, mais c'est 4 semaines et c'est automatisé. 4 semaines, c'est trop court, mais 4 semaines par rapport à ce qu'on était capable de faire il y a 1 ou 2 ans, c'est énorme. La partie boucle fermée se faisait en gros de minuit à 7 heures du matin. Ce qui est en saumon plus foncé, c'est quand le système automatisé fonctionne. Ce qui est en saumon plus clair, c'est quand le système automatisé ne fonctionne pas. Et on a en gros dans cette étude-là 90% des glycémies qui sont situées dans la zone que l'on voit là. Donc on voit très bien que pendant la nuit, le système automatisé progressivement prend le contrôle de la pompe, améliore les glycémies, baisse la moyenne, baisse la variabilité de la glycémie et même dans cette étude-là, il y a une certaine rémanence dans la journée avant que le patient revienne. Et donc là, les gens, dans la journée, se servaient de leur pompe d'une façon classique et le soir, branchaient un système qui était en gros sur la table de nuit qui leur permettait de prendre le contrôle de la pompe. Donc, en résumé, ce système-là utilisait les données de monitoring continu pour ajuster le débit de la pompe à insuline. C'est une version préliminaire du pancréas artificiel, exactement. Le patient porte son monitoring en continu de la glycémie. Un système situé sur la table de nuit les récupérait, les analysait et renvoyait une information à la pompe. En moyenne, le temps passé dans la cible, on voit que dans moyenne, ces patients-là étaient relativement élevés par rapport aux cibles recommandées, mais ils ne sont pas très différents des patients qu'on peut voir. Le temps passé dans la cible de 4 à 8 est quand même passé de 40% à un peu plus de 50%, ce qui est quand même certainement pas négligeable. Les glycémies ont baissé en moyenne de 0,8 mmol par litre. Et dans cette étude-là, il n'y a pas eu de réduction d'hypoglycémie, mais les patients se tenaient en moyenne élevée, là, donc il y avait moins de risques. Si on regarde une autre étude, faite néanmoins par la même équipe, ici à la fois toujours avec juste l'utilisation de la pompe à insuline classique, à nouveau exclusivement la nuit, mais une population qui est traditionnellement considérée comme plus difficile à équilibrer, les adolescents, 3 semaines encore automatisées. Là, le graphique ne représente que la nuit qui débutait un petit peu plus tôt ici, 23 heures à 7 heures du matin. Ce qui est en gris, ce sont les nuits contrôle. Ce qui est en rouge, ce sont les nuits avec l'intervention. Et on voit très bien que les nuits avec intervention, la glycémie a été plus basse, beaucoup moins variable. Et on voit là le temps passé dans la cible qui passe de 70 à 85%. Ce temps passé dans la cible dépend tellement de la population que vous allez voir dans les diapositives plus loin, je parlerai plutôt en pourcentage d'augmentation. Il est généralement toujours comparable. La valeur absolue, il faut faire attention. La glycémie moyenne baisse ici et surtout le nombre de nuits sans hypoglycémie en bas de 3 qui est souvent perçu à la fois par les professionnels de la santé et les patients comme étant le seuil où il y a des conséquences importantes, on ne se sent pas bien, on a des fois une fatigue qui persiste et ainsi de suite, passe de 17 à 10%. Ce qui est assez remarquable pour une étude qui est faite chez l'adolescent parce qu'on dit souvent que les adolescents ont une vie nocturne qui ressemble à une vie journalière pour d'autres âges.
Il y a des choses qui sont du domaine du semi-confidentiel, mais quand on parle aux auteurs, il y a un autre groupe qui travaille. Là, c'est le groupe en Grande-Bretagne à Cambridge, et un autre groupe qui travaille sur ce concept-là, un groupe israélien en Slovénie et dans le nord de l'Allemagne. Ils disent effectivement que ponctuellement, comme il y a eu une surveillance en continu de ce que c'était, la vie nocturne des adolescents peut ressembler à une vie diurne d'un adulte agité. Mais c'est une population où il y a énormément de variabilité pour toutes sortes de raisons, que ce soit hormonal, que ce soit la vie et tout. Donc, de voir une diminution très marquée du temps en dehors des cibles avec une approche technologique et dans une population comme ça est très, très intéressant. Voilà, c'est probablement effectivement une des populations les plus difficiles à faire. Alors après ça, est-ce qu'on peut faire ça jour et nuit? Ben, la réponse est probablement oui. Ici, les choses sont représentées de 9 h du matin à 9 h du matin. Je m'excuse, mais les données ont été présentées comme ça. Ce n'est pas toujours extrêmement standardisé d'une publication à l'autre. Mais là, c'est vraiment jour et nuit, totalement automatisé pour une semaine chez les adultes. Et on voit vraiment à nouveau en rouge la boucle fermée versus en gris. On voit bien qu'en moyenne, les choses s'améliorent. La courbe rouge est plus basse, la courbe rouge est moins dispersée et on a à nouveau une augmentation d'à peu près 15 % du temps passé dans les cibles, une baisse de la moyenne des hypoglycémies. Encore une fois, là, c'est une étude anglaise. Je pense que dans ce centre-là, il y a quand même une crainte de l'hypoglycémie qui est non négligeable parce qu'on voit souvent leur courbe un petit peu plus haute que les autres équipes, mais le concept est quand même là qu'avec des gens qui se tiennent en moyenne haut, les glycémies ont été améliorées, la glycémie moyenne a baissé, il n'y a pas eu d'augmentation des hypoglycémies, même s'il n'y a pas eu de réduction non plus des hypoglycémies. Donc ce ne sont pas les seules études, j'en ai sélectionné ici à peu près 3 sur les 6-7 significatives, mais toutes montrent que l'on peut le faire, que ça a été fait automatisé, que ça a été fait en ambulatoire, que ça s'est fait soit la nuit seulement, soit le jour et la nuit, à la fois les adultes, à la fois des populations pédiatriques, incluant les adolescents qui sont classiquement connus, et que si on compare à la combinaison pompe plus sensor, donc l'étude Aspire qui est considérée actuellement comme étant notre référence, ben, en moyenne, le temps dans la cible s'est amélioré de 10-15 %. On n'a pas encore d'études assez longues pour savoir si ça a un impact sur l'hémoglobine glyquée et il n'est pas certain qu'on en aura une puisqu'on élimine à la fois les hyper et les hypos. Donc la moyenne pourrait ne pas bouger tant que ça. On espère qu'elle va baisser, mais ce n'est pas certain. La moyenne des glycémies a baissé dans la plupart des études de 0,8 mmol et c'est très reproductible d'une étude à l'autre. Donc on est probablement dans ce genre de chiffres-là qu'on peut avoir. Et soit les hypoglycémies n'ont pas augmenté malgré ça, soit elles ont même été réduites dans certaines études. Maintenant, est-ce que ce système à double hormone, donc le système où on a rajouté une pédale de frein, existe? Est-ce qu'il y a déjà des données? La réponse est oui. La première étude est venue en fait de l'équipe que j'ai la chance de diriger dans ce domaine-là, pas la toute première étude, mais la première étude qui avait probablement une applicabilité clinique qui montrait quelque chose qui était au-delà de la preuve de concept. Et on a comparé dans cette étude-là un pancréas artificiel à double hormone en rouge avec la pompe classique en noir. Et on voit à nouveau une augmentation de l'ordre de 15 % du temps passé dans la cible et par contre une disparition totale du temps passé en hypoglycémie. Alors, qu'est-ce qui se passe autour d'une hypoglycémie? Ces courbes-là ressemblent vraiment beaucoup, pour certains aspects, à ce que l'on peut voir dans la lecture en continu de la glycémie avec la fonction de suspension automatisée. La courbe noire, c'est la courbe de glycémie. La courbe bleue, c'est l'ajustement du débit basal qui varie beaucoup à cause du système. Et la petite barre verte, c'est un bolus de glucagon qui est un micro-bolus de glucagon. On parle ici de 1 à 2 % de 1 mg, donc qui serait la dose qu'on donnerait. Donc une valeur qui n'est pas négligeable, mais qui est beaucoup plus basse que ce qu'on peut avoir. Et on voit que dans ces stratégies-là, nous ne sommes pas les seuls à utiliser ça. On ne se sert pas du glucagon pour traiter l'hypoglycémie, mais pour prévenir l'hypoglycémie. Ici, en l'occurrence, ça faisait à peu près 50 minutes en moyenne que la pompe était arrêtée. La glycémie continuait à baisser. Donc, c'est comme ça qu'on imagine, c'est une des stratégies, peut-être pas la seule, que l'on peut avoir pour réverser la glycémie. Par contre, nos collègues de Boston ont fait beaucoup, beaucoup plus, puisqu'ils ont réussi à faire pour 4 jours, 4 à 5 jours, parce qu'en fait, eux, ils ont un système qui prend en quelque sorte un 24 heures de chauffe pour être au point. Donc, ils ont présenté, les données ici sont présentées sur les 4 derniers jours. Il y a une première journée qui est généralement exclue de leurs analyses. Plus le temps va avancer, moins ça va devenir important cette première journée. Mais ils ont vraiment réussi d'une façon automatisée, d'une part chez des adultes dans le centre-ville de Boston et d'autre part chez des adolescents dans un camp de vacances où c'est probablement là les adolescents avec une variabilité de l'activité physique, des émotions qui est portée
à son extrême. Et ils ont montré grosso modo que sur les 4 derniers jours de leurs améliorations, la glycémie moyenne a baissé dans les 2 groupes. Le pourcentage de temps en bas de 4, par contre, n'a baissé que chez les adultes. Mais encore une fois, ici, les adolescents se tenaient un petit peu plus haut. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de baisse de l'hypoglycémie parce qu'ils faisaient moins d'hypoglycémie. Et les nombres de patients sont de plus en plus importants, mais sont trop petits pour faire des analyses de sous-groupes encore maintenant. Donc, ce que ça amène, c'est un peu ce que nous, on a montré au centre de recherche, mais une étape plus loin, 4-5 jours automatisés avec ce qu'on s'attend à voir, de meilleure glycémie. Dans un cas en réduisant l'hypoglycémie, dans un autre cas sans le réduire mais sans l'augmenter non plus. Et voilà ce que ça donne en termes de courbe. Et on va peut-être juste se centrer sur les grosses lignes noires et les grosses lignes rouges. Et on voit qu'en fait, la ligne noire qui est ici le pancréas artificiel versus la ligne rouge qui est le contrôle, il y a régulièrement des moments où la ligne noire est plus basse et ces lignes noires, ça a été essentiellement plus bas la nuit. Le système performe beaucoup mieux la nuit que le jour pour réduire l'hypoglycémie et vraiment c'est tout à fait net, même s'ils n'ont pas rapporté cette sous-analyse spécifiquement, qu'une bonne partie du bénéfice vient d'un meilleur contrôle la nuit dans ce système qui a tourné 24 heures. En double hormone, en résumé, il y a déjà des études automatisées ambulatoires. Il y en a une grosse, la nuit seulement, et aussi le jour et la nuit. La plus grosse l'a fait le jour et la nuit. Il y a des études des domaines d'adultes et de pédiatrie. Et à nouveau, quand on compare la pancréas double hormone à une pompe simple, on trouve à peu près le même niveau de glycémie. D'ailleurs, entre un pancréas simple hormone et double hormone, on ne s'attend pas vraiment à avoir une meilleure contrôle de la glycémie. On pourrait imaginer l'estragie, on l'a, mais actuellement, tel que ça se fait. Mais on voit des moyennes de glycémie qui baissent et moins d'hypoglycémie. Dans certaines études, l'espérance de réduire énormément le risque d'hypoglycémie. Donc là, ça ouvre une dernière question qui est: est-ce qu'il y a eu une comparaison entre la version simple et la version double hormone? Et la réponse est oui. En fait, ce papier va apparaître dans la revue Lancet Diabetes au mois de novembre 2014. Et cette première comparaison, qui est une comparaison néanmoins faite au centre de recherche, avec un contrôle manuel de la pompe, ce qui limite bien entendu l'applicabilité de ça, mais avec 20 adultes et 10 enfants, donc sur une population extrêmement diverse, montre clairement, quand on compare la barre rouge, le pancréas artificiel à simple hormone avec juste l'insuline versus la barre orange qui est le pancréas artificiel, qui est la pompe classique des patients, on voit une baisse tout à fait spectaculaire du risque d'hypoglycémie d'à peu près 4 fois. Ce risque est encore moins important quand on rajoute du glucagon à 2 fois. Alors la façon dont nous interprétons ces choses-là, c'est que le pancréas artificiel, à la fois à simple et à double hormone, réduisent le risque d'hypoglycémie, que par contre, quand on utilise la double hormone, ça le réduit encore plus que le simple hormone. Par contre, et ça n'est pas présenté ici, la nuit, on a réussi à faire aussi bien avec le pancréas artificiel simple hormone que double hormone. Donc, on n'a pas forcément peut-être besoin du glucagon la nuit. C'est une première suggestion qu'il va falloir confirmer dans d'autres études. En fait, on vient de compléter 2 autres études, une étude purement pédiatrique et une étude adulte multicentrique qui suggère ce que l'on voit ici, c'est-à-dire que tout ce qui est contrôle automatisé de la glycémie augmente le contrôle, mais que ça n'est pas forcément tout le monde et dans toutes les conditions qu'on aurait besoin du glucagon. Mais par contre, dans notre étude de pédiatrie, le glucagon a battu à plat de couture le contrôle artificiel juste avec l'insuline. Il faudra qu'on fasse passer ça à l'épreuve de nos pairs, mais les résultats actuels sont extrêmement enthousiasmants. Rémi, juste pour nos collègues qui écoutent, donc les gens portaient ces systèmes-là et donc le patient lui-même n'intervenait plus, là. Il ne choisissait pas les doses, il ne faisait pas de glycémie, il était spectateur, puis le système contrôlait complètement le... Exactement, c'est vraiment une prise de contrôle complète. Donc dans les versions finales pour les patients, il y aura tout un tas d'interactions et ainsi de suite. Et une partie que je n'ai pas inclus ici, c'est autour des repas. Il y a tout un tas de technologies. On peut imaginer avec ces technologies, par exemple, qu'on va pouvoir simplifier le calcul des glucides, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que le patient devra faire un petit bolus d'insuline au début du repas, on tâtonne pour savoir la meilleure façon de le faire, mais que la pompe, par contre, va pouvoir compenser un bolus un petit peu trop excessif, ou par exemple, je me suis arrêté de manger, ou un bolus insuffisant parce que j'ai rajouté un dessert. Donc, on imagine qu'il y aura encore des interventions, le repas, l'exercice seront des interventions, mais pour l'essentiel, on veut vraiment que le patient soit un peu comme, j'imagine en tout cas, le pilote d'un jumbo jet quand il est en vol de croisière. Les choses sont réglées pour certaines valeurs par les professionnels de santé et le patient, lui, doit s'assurer que le plein des réservoirs est fait et qu'il n'y a pas ça. Donc, on veut vraiment avoir un système qui, sans enlever le contrôle du patient, qui pourra certainement passer par-dessus les suggestions,
pourrait leur simplifier la vie de façon énorme. Donc effectivement, dès ce stade-là, les patients n'interfèrent absolument plus avec le système. On a une étude maintenant de 60 heures où les patients, pendant 60 heures, nous laissent faire les choses, on les suit à la maison dans leur vie quotidienne et ainsi de suite. Et on les voit vraiment faire absolument tout et on les laisse aller. Et on leur a demandé de vivre normalement et ils vivent parfaitement normalement. Ils nous surprennent même dans ce qu'ils sont capables de faire actuellement. Donc, on arrive vraiment au début qu'on peut vraiment parler d'un pancréas artificiel où le patient n'a plus rien à faire, à part qu'il va y avoir des interventions à faire. Mais pour l'essentiel, il n'a pas à penser à chaque moment où est sa glycémie, comment gérer son diabète. Donc, ça, c'est le rêve des patients diabétiques. Exactement. L'équipe israélienne a déjà publié une étude de 6 semaines la nuit seulement, mais totalement automatisée. Et l'équipe anglaise a rapporté une étude d'1 semaine totalement automatisée. Et je tiens à souligner que même si les problèmes techniques ne sont pas nuls, leur fréquence rendrait déjà aux yeux d'un certain nombre d'investigateurs comme quelque chose de tout à fait acceptable pour les patients. On a encore quelques problèmes techniques. À peu près 1 nuit sur 5, là, il y a des problèmes. Mais les systèmes ont un système qui automatiquement va ramener le patient à une dose d'insuline sécuritaire le temps que le système repart. Donc, on peut imaginer un capteur qui tombe en panne, un cathéter qui se bouche et ainsi de suite. Ces systèmes-là sont déjà raisonnablement bien là et on pense vraiment qu'on est maintenant à quelques années. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quelques années? Quelque part entre 2 et 7, la plupart des investigateurs vont dire ça, d'avoir des systèmes totalement automatisés pour les patients. Quand je dis totalement, où le patient pourrait se baser sur le système de façon importante et on l'imagine que le système idéal, il intervient au moment de son repas. Par exemple, on développe tous des systèmes actuellement, on dit ce repas est plus petit que d'habitude, ce repas est comme d'habitude, ce repas est plus gros que d'habitude et la pompe s'occupe du reste. Et au moment de l'exercice, probablement qu'il faudra que le patient annonce qu'il va faire de l'exercice, exactement pour la même raison que pour la prévention des hypoglycémies. On a besoin que la pompe s'arrête et que le niveau d'insuline baisse pour minimiser le risque d'hypoglycémie à l'exercice. Un des obstacles dans la commercialisation de ces systèmes, c'est toujours l'aspect médico-légal. Présentement, si un patient a une hypoglycémie sévère, il peut être blâmé, mauvaise décision, mauvaise quantité d'insuline, quoi que ce soit. À partir du moment où le système est complètement automatisé, il y a toujours un risque, même si ça diminue de 90% des hypoglycémies sévères, il va y en avoir, puis qu'à ce moment-là, ils mettent le blâme sur le système. C'est à l'évidence un risque. Medtronic l'a fait dans certains pays. Ils ont déjà eu des études avec, je pense en Australie en particulier, en Tchécoslovaquie avec leur version automatisée. Donc, ils ont déjà eu à discuter. Nous, notre prototype automatisé est en cours de développement. En fait, c'est une évolution du système de Medtronic qui est capable, pour le système développé par Medtronic, de parler avec juste une pompe. Et nous, le système, grâce à la collaboration de Medtronic, est capable maintenant de communiquer avec 2 pompes. Donc, on a déjà eu des communications préliminaires avec Santé Canada. On s'en va avec eux début 2015. Et effectivement, leur réaction par rapport à ce genre de système-là, la FDA a donné déjà des cadres extrêmement clairs de où elle voulait aller. Il y a aussi toute la question de savoir, au-delà de ce risque médico-légal de l'hypoglycémie sévère, est-ce que les autorités de santé vont accepter que les systèmes fonctionnent tout seuls avec un certain nombre de choses ou est-ce qu'ils vont exiger une surveillance en temps réel d'une façon ou d'une autre là, de l'ensemble de ces données-là? Ce qui pourrait transformer un rêve en un véritable cauchemar. Imaginons que notre téléphone puisse sonner à chaque fois qu'un de nos patients est un peu trop haut ou un peu trop bas, ou même celui des parents. Ça pourrait poser des problèmes. Donc ça, c'est des choses qui sont passionnantes dans le consortium, de voir comment la culture va aller limiter ou au contraire faciliter le développement. Et je pense qu'on peut s'attendre à des réactions très différentes d'une autorité de santé à l'autre. Certaines valorisant le fait de la baisse très importante du risque d'hypoglycémie, d'autres ayant un aspect beaucoup plus légal de dire oui, mais s'il y a un prix à payer chez X patients pour en avoir un multiple de X qui vont mieux, on n'est pas prêt à faire ça. Donc je pense que dans les 2 prochaines années, ça va devenir plus clair ou plus compliqué. Mais je pense que les patients eux-mêmes vont prendre la décision parce que c'est clair qu'eux voudraient un système qui serait presque automatisé. C'est sûr qu'ils vont participer au traitement, mais que le gros fardeau du traitement est le travail quotidien de chaque patient diabétique. Et si, avec un système comme ça, on enlève à 95% ce fardeau,
c'est majeur. Donc, les patients vont vouloir que ça se développe, donc feront les pressions pour que ça se développe. Oui, puis on est rendu tous, je pense que Medtronic fait ce genre d'études, nous aussi, de voir ce que les patients sont prêts à accepter, pas accepter en termes de matériel, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc, tous les facteurs humains qui vont faire qu'un système, bon ou pas bon, va être apprécié ou pas apprécié, au-delà du fait qu'il soit bon ou pas bon. On est tous rentrés et je crois que c'est une bonne indication qu'on croit tous à l'arrivée de ce genre de technologie dans les prochaines années. Donc, pour conclure sur le pancréas simple versus double hormone, il y a déjà plusieurs études qui sont là. Et puis, on voit une petite tendance à l'amélioration ou pas d'amélioration, mais par contre, on voit une réduction additionnelle de 50% des hypoglycémies quand on introduit le glucagon, mais au prix d'une complexité. Et un peu comme dans un avion, il y a une classe économique et il y a une classe affaires. Il va falloir qu'on sache si ce que ressemble à la classe affaires avec le glucagon est vraiment utile. Et c'est probablement plus loin sur le radar, par exemple. Actuellement, il n'existe pas sur le marché. Il y a une compagnie qui a une pompe à 2 canaux qui est en développement relativement avancé et d'autres compagnies l'ont, mais on est beaucoup plus loin que ces genres de choses-là. Donc, ça semble comme être quelque chose où on va peut-être à l'avenir rajouter le glucagon sur un pancréas artificiel simple hormone qui arriverait initialement. Et donc, si on regarde en conclusion, je pense que les hypoglycémies restent fréquentes. J'aurais même tendance à rajouter beaucoup trop fréquentes. C'est vraiment la barrière numéro 1 au traitement. Chez les patients sélectionnés, des systèmes comme VO, qui est vraiment le mieux que l'on a actuellement pour nos patients. Donc, des patients avec des hypoglycémies nocturnes documentées vont quand même réduire de 1/3 à 40% leur risque d'hypoglycémie avec ce genre de système. Le pancréas artificiel a certainement le potentiel pour améliorer les glycémies tout en réduisant le risque d'hypoglycémie. Pas tout de suite. On sent vraiment que les patients ont compris que c'était très proche d'ici quelques années. Et puis, c'est probablement une solution en attendant la guérison, puisqu'il y a ce genre de choses-là, mais on sent énormément d'enthousiasme autour de ça. J'aimerais signaler que je ne fais pas ça tout seul et qu'on a donc des supports d'associations, de fonds fédéraux, de fonds provinciaux, de fonds internationaux et à la fois un conflit d'intérêts potentiel, mais un support absolument indispensable de certaines compagnies et pour les choses qu'on a présentées aujourd'hui, essentiellement du matériel de la compagnie Medtronic. Et en fait, quand on parle de technologie, il y a eu des gros changements dans les dernières années parce que ça devient un objectif. Donc, ce n'est pas juste les compagnies ou une association, c'est l'Association européenne du diabète américaine, internationale, de développer vraiment un pancréas artificiel fonctionnel pour les patients dans les prochaines années. Et donc, il y a énormément d'argent public et privé investi dans ce développement-là. Et probablement, ça va aboutir à un traitement dans les prochaines années qui va être disponible pour nos patients et donc d'avoir un impact directement auprès des gens. Donc, c'est toute une machine qui est en branle pour trouver la solution éventuelle. Ce n'est pas la guérison du diabète, mais ça va être enfin un traitement qui va être le plus proche possible pour les patients. Oui, le consortium, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Tous les grands industriels sont là, tous les grandes associations sont là, les gouvernements, certains sont là. Donc, c'est vraiment une plateforme où chacun continue encore à développer les choses, mais il y a quand même une mise en commun d'expérience, d'expertise, de discussion qui sont tout à fait spectaculaires et avec un objectif effectivement de développer les choses. Et cette année, par exemple, à la réunion du consortium, on sentait vraiment qu'il y avait une impatience de certains d'avoir l'autorisation d'aller sur le marché. Là. Donc, les plus enthousiastes parlent de moins de 2 ans. J'ai du mal à y croire, mais ça peut être ce genre de choses-là. Mais c'est un très bon modèle, à mon avis, de collaboration entre les patients, les associations de patients, les associations scientifiques, les partenaires privés et les partenaires publics. Tout ce monde-là a mis beaucoup d'argent et on voit que les étapes sont franchies trimestre après trimestre. Il y a maintenant des évidences. Comme je l'ai dit au début, la question n'est plus de savoir si ça se rend sur le marché, mais quel est le meilleur format pour le rendre sur le marché en tenant compte du meilleur bénéfice pour le patient. Et encore, comme le soulignait Dr Yale, certaines limites légales. Attention, en ayant beaucoup de technologie, on va avoir des limites à ne pas faire porter à la technologie un blâme, même s'il y a un bénéfice important. Et donc, on sent vraiment que les compagnies ont commencé à avoir une réflexion qui n'est pas embryonnaire, qui est très avancée sur le meilleur compromis pour entrer. Ça sera probablement une entrée par étapes, la nuit seulement, avec un système peut-être qui va d'abord encore mieux minimiser les hypoglycémies, puis seulement après s'attaquer aux hyperglycémies. Donc, il y aura la version 1.0, 1.0 à 10.0, il y aura peut-être le glucagon sera là. Et encore, on n'est pas encore convaincu que tout le monde, tout le temps, aura besoin du glucagon.
Et comme pour un peu mettre en relation la première présentation, évidemment, plus il y a de développement dans n'importe quel élément du système, que ce soit les capteurs, les pompes, l'intégration informatique qui se fait, tout le système va s'améliorer. Donc, si on a des capteurs éventuellement qui sont presque 100% parfaits, bien, ça va améliorer le système du pancréas forcément. Chaque amélioration du capteur va permettre de simplifier le développement du pancréas artificiel. Donc, on sent vraiment, on peut le retourner. Même avec certaines imprécisions des capteurs actuellement, on a vu avec Mme Liabat qu'il y avait déjà des très bons résultats cliniques et même avec des capteurs qui ont encore quelques imperfections, on est déjà capable d'obtenir une amélioration des glycémies. Donc, qu'est-ce que ça va être quand on aura chaque étape? Et comme le soulignait Mme Liabat, il y a le cycle de renouvellement des capteurs est maintenant enclenché et ceux qui sont actuellement au laboratoire chez Medtronic annoncent des améliorations par rapport à ce qu'on a et avec un cycle qui est celui de la technologie qu'on connaît pour nos téléphones cellulaires. Probablement que des cycles vont être un petit peu plus courts que 2 ans pour avoir une amélioration significative à chaque fois. Ce qui pour nous posera un problème parce que les autorités de santé veulent absolument un capteur, une pompe pour développer un système qui fonctionne ensemble. Mais comme chaque capteur améliorera quelque chose, on pourra espérer aller chercher un petit peu plus loin ou peut-être à un moment ne plus avoir besoin de glucagon parce que le capteur sera tellement fiable qu'on sera vraiment capable de voir venir les problèmes. Et indépendant des améliorations technologiques, il faut penser à tous les autres aspects. L'insuline, le glucagon, il y a des développements qui se font à ce niveau-là, des insulines qui seraient plus rapides et donc plus l'insuline est absorbée rapidement et la réponse au niveau physiologique est rapide, plus le système du pancréas va être efficace. Si on peut développer un glucagon qui soit stable et facilement utilisable à l'intérieur d'une pompe, donc c'est un autre développement. Donc, il y a évidemment beaucoup qui se fait à ce niveau-là. Donc, on peut facilement imaginer que dans une dizaine d'années, plusieurs des éléments de la solution vont être en place pour permettre un traitement comme ça qui devient quotidien et pas juste la science-fiction. Ce n'est pas juste pour les jeunes patients diabétiques de type 1 ou les patients diabétiques de type 1 au sens large. Là, les études de preuve de concept chez les patients diabétiques de type 2, pour faire le lien avec ce que Dr Yale va nous présenter après, sont déjà là. Ce sont des études de preuve de concept, mais ça montre que si on prend un patient diabétique de type 2 aux hypoglycémies en euros et pour des études en cours des patients diabétiques de type 2 en multi-injection, ce genre de technologie qui ajuste la glycémie, sous réserve que ça soit développé, automatisé, a déjà le potentiel d'améliorer les temps en hyperglycémie, d'améliorer la moyenne des glycémies et de réduire le temps en hypoglycémie. Donc, c'est tout un autre marché avec la population qui vieillit, qui a le plus souvent besoin d'insuline, qui a plus souvent besoin de 4 injections, et un patient diabétique de type 2 qui est depuis 10 ans à l'insuline a un risque d'hypoglycémie qui est comparable à celui de bien des patients diabétiques de type 1. Donc, il y a vraiment la pompe et le diabète de type 2, c'est aussi toute une ouverture qu'on voit actuellement émerger sous nos yeux. Évidemment, toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui dans la web diffusion avec l'utilisation des technologies, dans la majorité des cas, étaient des utilisations hors indication et donc c'était purement à partir de données de recherche en cours. Et donc, c'est important de savoir que l'application directe clinique actuelle pour la majorité des résultats qu'on a n'est pas là, mais ça va être, on espère, dans le futur. On dirait que Rémi a fait le bond vers la prochaine présentation parce que, donc, on remercie le Dr Rémi Rabassa-Loret pour cette présentation de mise à jour sur le pancréas artificiel.